Lèvres libres de Serpentine, Slow Witchery et Introspection. Mise en voix de l'article publié le 3 mars 2026 sur le blog Lèvres libres de Serpentine, au sujet des bases et des ressentis. Alors il est possible que durant la lecture, j'agrémente le texte de réflexion ou précision supplémentaires. C'est parti. Peu importe le contenu que vous consultez, que ce soit pour personnes débutantes ou avancées, il est rare que les bases de la pratique ne soient pas abordées. C'est un peu l'introduction obligatoire, la caution morale que les autoristes se doivent d'avoir. Montrer patte blanche pour ainsi dire, afin de passer pour un ou une praticien valable. Et il serait difficile de recommander la lecture d'un ouvrage qui ne présenterait pas ces préambules de rigueur. C'est-à-dire que maintenant il est rare d'avoir des ouvrages où on entre dans le vif du sujet, ou alors c'est vraiment très niche. Et je pense aussi que c'est un devoir enfin en tout cas une prérogative des maisons d'édition de faire en sorte qu'il y ait un avertissement afin d'inciter les personnes à conserver leur thérapie, par exemple s'ils en suivent une, ou à aller consulter si jamais ils rencontrent un problème avec l'application des protocoles et des recettes qui se trouvent dans l'ouvrage. Avec des années de pratique, cela peut même devenir ennuyeux, au point que nous serions tentés de sauter les premiers chapitres d'un livre pour arriver au corpus de pratiques secondaires. Je vais expliciter ce truc de pratique secondaire. Et même, il y a de la pratique tertiaire. On se croirait en cours. Parce que nous savons, parce que c'est bon depuis le temps. Comprenez-vous qu'avons-nous encore à apprendre dans ce domaine? C'est ironique, n'est-ce pas? J'ai connu plusieurs périodes de pause. La première, car je me suis brûlé les ailes. La seconde, parce que j'ai cru que je pourrais me détourner d'un chemin serpentant dans la moelle même de mon être. Et j'ai franchement souri en écrivant ça. Car ici, je retrouve toute l'intensité de ma neurodivergence, puis d'autres pauses qui furent moins lourdement vécues, bien au contraire. Je parle bien de pauses dans la pratique. Je suis croyante depuis longtemps, et aussi longtemps que je m'en souvienne d'ailleurs. Énothéiste, alors j'entends par là que j'avais une dévotion exclusive à une déesse, en reconnaissant le reste. On va dire que j'étais polythéiste, mais avec un culte exclusif. Et animiste. Ma pratique fleurit dans les temps et les espaces liminaux. La pause est en elle-même une liminalité dans laquelle errer, avancer. C'est un travail de fond crucial, inévitable, car négliger cet appel à souffler peut nous entraîner vers des moments très difficiles, voire la perte de vue des valeurs premières que nous souhaitions vivre dans notre pratique. Tout changement porte cette valeur de liminalité également à mes yeux. Revenons à notre sujet premier, les bases essentielles. À chaque sortie de pause, je me prends de passion pour de nouveaux sujets. Je lis en ligne, j'achète des livres, je suis des contenus, ou je suivais, parce que là je suis, arrivée à saturation. Et de plus en plus, à chaque nouveau courant étudié, j'observe avec plus d'acuité les premières sections, les premiers chapitres, ceux dédiés aux bases. J'accepte aisément de faire un pas de côté dans ma pratique d'à peu près 33 ans pour expérimenter les bases avec des yeux neufs. Et je trouve très intéressant d'expérimenter les bases proposées par une auteurice, parce que ça parle aussi beaucoup de sa pratique, mais aussi de son authenticité dans sa pratique, parce que je pense que parfois, et alors c'est une supposition, hein, je n'accuse personne, qu'il y a ces chapitres premiers, souvent dans des ouvrages de pratique, je me demande si tout le monde fait bien ce qu'il propose dans ces sections-là. Je pose la question, je n'accuse personne, je le répète. Donc, je poursuis. Évidemment, c'est encore plus sympa quand le contenu propose une perspective nouvelle. Sœur Mooney, dans Le chemin de la sorcière, édition Danae, a réussi à aborder ce sujet sous un angle différent, normalisant dans un même élan ce que tout praticien, toute praticienne vit un jour. N'hésitons pas à replonger dans les bases avec une intelligente candeur affinée d'expérience, s'assurant ainsi une hygiène énergétique indispensable à la pratique. Quelles sont les bases, de mon point de vue? L'ancrage, la purification, la protection,
définissant l'ensemble de la pratique primaire selon mon système. Je considère que le bannissement et la défense sont des actions de pratique secondaires car ils interviennent dans des cas où il y a une négligence de longue durée des bases ou une atteinte provenant de l'extérieur, cette dernière ayant donc franchi les mesures basiques habituelles. Les bases essentielles dans la pratique invitent à se méfier de la routine, de l'aspect mécanique de leur exécution. À quel moment perdons-nous la connexion avec le vrai ressenti pour entrer dans une intellectualisation pure, faire pour faire, non pour vivre une action ressentie, un peu comme un brossage de dents bâclé. Faire en conscience, avec ses tripes, selon son cœur, peu importe le vocabulaire, cela signifie de la nécessité de connaître le sens et le but de ce qui est réalisé, mais surtout de le sentir vivre dans sa chair, dans ses os. Revenir aux bases est une première étape de reprise de contact avec des ressentis actifs. S'imaginer qu'après une pause de 6 mois à quelques années, nous puissions nous asseoir devant l'autel, la bouche en cœur, sûrs de soi, semble bien prétentieux. Les cas possibles, à mon sens, où le réapprentissage de ces gestes premiers et de leur ressenti se produit, donc cet apprentissage, ce réapprentissage, se produit donc, oh là là, je vais y arriver, après un changement majeur, tel qu'une rupture, un déménagement, la fin d'un cycle, un burn-out spirituel, un changement de tradition, de courant spirituel ou de dévotion, ou après avoir été touché par un sort néfaste, une sorte de convalescence énergétique, une pause de pratique due à un manque de temps, parentalité, travail, engagement associatif, etc. La liste est non exhaustive et le principe est dessiné dans les grandes lignes. Faire ce pas de côté dans le renouveau, peu importe son origine, est déjà une preuve d'humilité. Nous ne savons pas tout, nous ne sommes pas infaillibles, quand bien même notre magie, nos prières sont puissantes ou le fur du temps où nous les prononcions. Notre hygiène énergétique, que je dissocie de la santé spirituelle intellectuelle, esprit critique associé de recherche et d'échange, est une pierre angulaire de nos pratiques. Il y a aussi la possibilité que notre pratique nous convienne et que cela se fasse depuis des années, et que jamais il n'y a eu de lassitude, d'essoufflement. Donc reprendre les bases de A à Z, toutes les lustres, c'est-à-dire tous les 5 ans, serait à envisager. Se maintenir, s'améliorer ou changer, toutes ces actions appellent le même départ. Les bases acquises, vécues, authentiquement perçues. Un petit tour d'horizon un peu barbant pour définir un peu ces bases incontournables. L'ancrage est la capacité à se raccrocher à ce que notre corps vit de façon très primaire, avant d'aller chercher des racines énergétiques nous connectant jusqu'en Chine ou ailleurs. S'ancrer, c'est déjà bien incarner notre chair, sentir notre densité corporelle, avoir réussi à déposer sa matérialité dans la réalité physique. C'est très tangible, voire plus que tangible. Qu'est-ce qui nous rend à notre corporalité, à nos sens, à la terre donc, ou à notre lignée de sang? L'autre base incontournable, la purification, semble être ce moment où nous prenons conscience que la matière seule n'existe pas. Non, la matière n'existe pas seule, pardon. En tout cas, pour des personnes comme nous qui embrassons certaines croyances. Nous établissons que la purification est un nettoyage à la fois physique et énergétique. Je n'évoque pas ici le mental, car une hygiène énergétique touche selon moi au corps physique et énergétique et non à la santé mentale. Même si ça peut être... il y a probablement une influence aussi, mais ça, je pense que je l'évoquerai un jour dans un autre article quand je serai un peu mieux documenté, que j'aurai réfléchi plus profondément à la question et que j'aurais pu avoir des échanges autour de cette question avec d'autres personnes qui pratiquent au long cours. Les aspects psychologiques et intellectuels méritent d'être considérés à part. Une personne souffrant d'un trouble psy ou étant neurodivergente ne verra pas cet aspect de son existence miraculeusement amélioré à coup de fumigation ou autres techniques purificatoires. Cela peut aider à trouver une forme de réconfort, d'apaisement, mais s'imaginer plus serait se bercer d'illusions. La protection, un autre axe, est à considérer de façon individuelle, collective, ainsi que humaine et non humaine. Animal, lieu, objets, entités spirituelles diverses qui peuvent apprécier aussi un soutien humain.
Je pense, particulièrement, par exemple, à ma configuration où, dans la maison, ben, il y a, les vivants, humains et non humains, et les présences qui, apprécient peut-être quand même que je les englobe, dans mes protocoles de protection, et qui ne sont jamais la cible des purifications, que j'ai pu réaliser, dans mon foyer, parce qu'elles ne sont pas du tout gênantes. Donc cette protection, elle peut être mise en place par de nombreuses façons: prières, gestes, rites, objets, talismans, amulettes, art pictural, symboles traditionnels, sigils. Les moyens sont infinis, ça peut être le son aussi, la couleur, les odeurs, enfin bref. Il y a autant de propositions qu'il y a d'individus. Mais ce qui m'intéresse ici, encore plus que l'observance d'une hygiène énergétique toujours remise en question, est la routine et ses effets néfastes. Bien connaître ces recettes peut nous amener à la négligence et à la projection. Ce que j'entends par projection est le fait de s'imaginer ressentir, et ça, c'est terriblement commun. Je vous propose un exemple dans lequel j'ose parier que quasiment nous tous pouvons nous reconnaître. Nous avons acquis le dernier ouvrage dans le domaine qui nous plaît. À chaque exercice lu, nous nous extasions intérieurement. Facile, je le fais déjà. Rien que de le lire, je sais que je le fais en même temps. Douce foutaise en vérité. L'exemple peut se poursuivre avec les méditations guidées que nous voyons lors de la lecture. Le même principe que celui des romans. Notre esprit imagine ce qui n'est pas ressentir dans sa chair et son énergie avec toute son attention. C'est-à-dire que le moment où vous avez le bouquin dans les mains, que vous êtes en train de lire par exemple, il y a Psychic Magic de Matory, qui est quand même très orienté sur la magie psychique, donc comme l'indique le titre, et propose des exercices qui se passent vraiment par la visualisation, qui va déclencher un mécanisme d'effet sur les énergies, etc. Donc oui, on peut lire l'exercice et s'imaginer le faire, imaginer les choses comme on imagine l'histoire qu'on va lire à notre enfant le soir, le conte de fées, les images se succèdent dans notre esprit, pour peu que vous ayez une facilité à susciter des images mentales. Eh bien, entre cette façon de lire, qui est une façon de lire du quotidien, et ensuite appliquer un exercice pour lequel, par exemple, une méditation guidée que vous êtes en train de lire dans un bouquin, moi je vous invite à prendre votre téléphone, à enregistrer la méditation, même si c'est imparfait, de prendre le temps de poser votre voix, de placer des respirations. Respecter la ponctuation déjà devrait vous soutenir pour faire un enregistrement suffisamment quali pour vous guider sur la méditation guidée. Mais la lire et penser que vous le faites en même temps, avec le livre sur les genoux, les yeux fermés, de temps en temps, et ensuite essayer de reprendre le fil de la lecture, c'est franchement, c'est pas du boulot. Votre cerveau, il va pas faire le job. J'ai une formation sophrologue, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Et enfin, je sais que ça fait argument d'autorité, mais quand même, le mécanisme, je l'aborde un petit peu. N'hésitez pas à faire un audio, même s'il est imparfait, ou s'il y a une personne qui est volontaire pour vous faire un enregistrement vocal, demandez-lui. Pareil pour les exercices qui sont de visualisation, comme ceux de Matorin, n'hésitez pas à vous donner des instructions à l'oral avec un fichier audio, et de chronométrer, peut-être vous laisser 1 à 3 minutes entre chaque instruction pour exécuter. Et d'avoir vraiment, vous dire: «J'ai le temps, j'ai l'espace pour le faire», et de pouvoir le réaliser. Franchement, ça vaut le coup. Hem, J'en suis où moi maintenant du coup? Bah, j'ai perdu mon fil. Bon, je vais continuer. Ces propositions, alors si vous avez du mal à suivre, parce que j'ai tendance à digresser, n'hésitez pas à consulter l'article qui se trouve en lien. Je vais placer le lien, sous le vocal, ce sera peut-être plus simple, pour pouvoir, suivre, l'article en fait. Donc ces propositions de pratique, celle de visualisation par exemple, méritent d'être vécues différemment qu'un fantasme. Déjà par respect pour le travail de lecture, le temps de lecture alloué, et par extension pour nos sous et pour le travail de l'autrice, enfin de l'auteurice, pardon. Donc comme je disais, se faire une fiche guide pour travailler un exercice plusieurs fois d'affilée serait peut-être plus honnête envers nous et ce que nous cherchons à développer et à atteindre. Prendre des notes, mener des expériences. Que se passe-t-il si une purification de soi et ou d'un objet travaillé est faite avant? Que se passe-t-il si cela est de façon libre ou rituelle, durant un temps spécifique? Et
comme je disais, pourquoi pas se faire des audios, ce qui est simplifié avec nos téléphones, en faisant fi des considérations sur son timbre de voix. La prosodie et les césures sont les clés. Je vous laisse donc consulter. En fait, je suis en train de me répéter salement, mais bon. Je peux vous assurer que poser sa voix et son rythme suffisent pour enregistrer, même avec un son médiocre. Donc, mettre en comparaison nos observations de ressenti pour trouver où, où surgit et où se situe, avec acuité et authenticité, ces ressentis, justement. Ceci a particulièrement plus de sens pour les praticiens et praticiennes neurodivergents, neurodivergentes, qui expérimentent le monde avec des codes différents. Je ne l'avais pas compris me concernant, j'étais perdue assez souvent, il m'a fallu apprendre à écouter la voix de mes tripes. Et les nombreux échanges, tout au long de mon cheminement, me font penser que je suis loin d'être la seule dans ce cas. Il faut donc accepter, en définitive, à partir de ce postulat, que nous ne sommes pas les enfants géniaux aux aptitudes innées que nous pensions, rêvions d'être. Il faut aussi accepter qu'échanger sans gêne avec d'autres personnes nous aide à avancer. Et pour finir, pardon, toute pratique sorcière a besoin de base, d'humilité et de travail, et de beaucoup d'astuces. Les ouvrages que je recommanderais particulièrement et régulièrement sur le sujet que je viens d'évoquer sont La voix du paganisme de John Beckett aux éditions Danaë. Je le lis dans les deux versions, il me semble. Le chemin de la sorcière de Sorn Mooney, ou toujours aux éditions Danaë. Psychic Witch, du coup j'ai fait une erreur sur le titre, de Matorin, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Avalon Within de Jenna Tedinru, chez Llewellyn Publications, également disponible sous le titre Mythes et mystères d'Avalon aux éditions Danaë. Donc c'est une liste d'ouvrages qui est volontairement succincte afin d'éviter de noyer les personnes qui seraient amenées à prendre connaissance de mon contenu, pour pas les noyer justement dans une base d'information. Et comprenons déjà ce qui est à notre disposition. Je les ai tous lus, je les ai tous testés, pour ceux qui ont de la pratique expliquée. Et tous m'ont apporté quelque chose, véritablement, et je continue à les consulter. Je suis assez partisane d'avoir quelques bouquins qui correspondent à notre profil, et je parle pas seulement de pratiques de tradition, mais de pratiques. Quels sont mes déclencheurs, qu'est-ce qui va m'amener dans un état satisfaisant pour pouvoir faire tel travail. C'est ça, en fait, pour moi, qui aussi l'axe majeur de cet ajustement, de cette quête sur quelles sont les bases et quels sont les ressentis et comment je peux activer tout ça avec efficacité. Voilà. Donc j'ai pas mal digressé, j'ai pas mal fourché, mais on va dire que je vais accepter l'imperfection et que je vais vous laisser hop là, sur ce fin mot, en espérant que vous apprécierez ce contenu. Une bonne journée, un bon dimanche.